Un hiver catastrophique et des mois de pluie ininterrompus. Je profite aujourd'hui de cette belle journée de soleil pour vous présenter encore une voiture dans un état de conservation exceptionnel lui aussi, puisque là on a le droit à une Renault 16, mais une Renault 16 TX, c'est-à-dire le haut du panier, le top du top de la gamme. Moi j'aime bien vous présenter des voitures un petit peu exceptionnelles. Bon là vous allez me dire la Renault 16, 1 800 000 exemplaires vendus, c'est pas vraiment exceptionnel, mais une Renault 16 TX dans cet état-là, je pense que vous n'en croisez pas tous les jours. D'ailleurs, celle-là, vous l'avez peut-être même déjà croisée si vous êtes allé au musée Matra à Romorantin cet hiver. Il y avait une rétrospective Renault et donc elle était exposée au musée pendant 6 mois. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance, grâce à General Car Vintage, comme d'habitude, qu'on me la mette à disposition pour pouvoir vous la présenter et puis vous en faire un petit essai à suivre. Vous connaissez la musique. Alors cette Renault 16, au début, on peut dire qu'elle n'a pas eu une carrière forcément très facile. Et ça pour deux raisons. La première, ça a été sa motorisation. Pour une voiture qui se voulait une grande routière, qui devait prendre la suite de la Frégate qui n'avait pas très bien marché, de la R10 qui n'était jamais qu'une R8 un peu rallongée, et puis ensuite des Ramblers qui étaient des Américaines importées, fabriquées en Belgique, etc., qui ne correspondaient pas du tout à la clientèle française, et bien c'est elle qui devait reprendre le flambeau de la grande routière de chez Renault. Et donc, pour une grande routière, ils ont fait l'erreur dès le départ de lui mettre des petits moteurs 55 et 65 chevaux dans une voiture qui fait presque la tonne et qui se veut une grande familiale capable d'emmener toute la famille en vacances. C'était vraiment trop limité. Et surtout, la deuxième chose qui a un peu décontenancé la clientèle Renault, c'est cet arrière tronqué. 65, les voitures ont des coffres. Et la R16, un haillon arrière. Ça ne marchera jamais. On l'a qualifié à la fois de break et de berline. Il y en a même qui l'a qualifié chez Renault de limousine parce qu'elle avait 3 vitres latérales. Donc c'était un mi-break, mi-berline, mi-limousine et encore re-break derrière. Bref, vous connaissez la clientèle automobile, elle n'aime pas tellement quand on la bouscule dans ses habitudes. Et là, avec cet arrière tronqué comme ça, qui donnait finalement beaucoup de volume de chargement à l'arrière, eh bien, ça a un peu surpris la clientèle. Finalement, la clientèle s'est quand même laissée séduire parce que cette voiture a obtenu le titre de voiture de l'année en 1966. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a eu une durée de vie de 15 ans puisqu'elle a été produite de 1965 à 1980 et il s'en est vendu presque 2 millions d'exemplaires. Alors bien sûr, il y a eu tout un tas de versions différentes. On ne va pas faire le listing exhaustif aujourd'hui, mais on va plutôt faire le tour de la voiture pour voir les qualités de ce modèle TX justement qui était vraiment, comme je vous ai dit, le summum de la gamme. Et donc Renault voulait vraiment là aller concurrencer la DS de chez Citroën qui était en fin de vie, la 504 de chez Peugeot, les Simca 1500, etc. Alors sans aller titiller les Allemandes sur leur terrain, mais quand même ça se voulait très haut de gamme pour l'époque. Alors on va pas refaire l'historique complet comme je vous l'ai dit, on va aller faire un peu le tour de la voiture et vous allez voir, elle est bourrée de petits détails. Bon, elle est d'entrée de jeu sur ce modèle qui est de 1973, donc c'est une voiture qui a mon âge. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est l'état quasiment parfait de sa peinture. Et puis tous les petits chromes qui se voulaient très haut de gamme à l'époque, qui faisaient très luxe. Alors rien que sur le côté, on peut remarquer les chromes qui suivent tout le rebord de l'aile, la baguette qui longe tout le bas de caisse de la voiture. On retrouve la même petite baguette sur l'aile arrière, bien sûr. Les poignées chromées, même le jonc là qui suit tous les pourtours des vitres avant et arrière, bien sûr. La petite goulotte ici qui suit tout le trait de la ligne de la voiture. Et bien sûr sur la TX, ce qui est remarquable, c'est ce petit aileron chromé là qui fait très sport. Puisque sur cette voiture, on avait le moteur le plus puissant, c'est-à-dire le Cléon Alu 1650 cm3 qui faisait 93 chevaux. Pour moins d'une tonne, on était pas mal. Et bien sûr, on retrouve les jantes qu'on y avait sur les Renault 12 Gordini. À l'arrière, le chrome continue, donc toujours avec ces lignes, ces baguettes de chrome qui font tout le tour de la voiture. Le cerclage des phares également, jusqu'au bouchon de réservoir. Il y a même des phares de recul. Alors pareil, petit accessoire sympathique, ce sont ces rétroviseurs qui sont réglables, donc avec une petite vis qui est située derrière ici, qui sont réglables en hauteur.
Si vous aviez une caravane, tout simplement, vous pouviez les étirer, ça vous évitait de rajouter des rétroviseurs comme ça se faisait à l'époque sur les ailes avant pour les déporter, pour voir derrière la caravane. Ici, carrément, vous pouvez allonger le bras de rétroviseur pour voir un petit peu mieux ce qui se passe derrière. On retrouve le jonc chromé, bien sûr, tout le tour du pare-brise. Particularité de la TX également, ce sont ces 4 phares à l'avant. Et puis des clignotants qui ne sont pas jaunes justement, donc qui gardent la couleur, on va dire cristal, qui correspond au phare. Alors côté design, pour se démarquer de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, bien sûr, je vous l'ai dit, on a son arrière tronqué, mais on a aussi cette espèce d'échancrure sur le capot avant, qui donne un style un petit peu plus dynamique, un peu moins plat, et qui évite d'avoir des lignes un petit peu trop ennuyeuses, comme cette ligne qui suit tout le long de la caisse, à mi-chemin des portes. Ça évite d'avoir un design un petit peu trop ennuyeux. Alors comme je vous l'ai dit, cette voiture, c'était une voiture haut de gamme. Donc à l'intérieur, on retrouve quelques options très modernes pour l'époque. En particulier, un système de fermeture centralisée, électromagnétique. Et puis les tirettes comme on pouvait avoir avant sur certains véhicules. Il suffisait de tourner cette molette, tac. Ça permettait de verrouiller les portes tout en même temps. Les enceintes dans les portes. Alors donc cette voiture à l'intérieur, elle est full option comme on dit à l'époque, avec un intérieur ici en simili-cuir, donc en sky noir, alors qu'on avait souvent des sièges en tissu ou en velours pour les plus haut de gamme. Ici on a carrément du simili-cuir. Bon, pour l'été c'était pas forcément le top du top, surtout dans cette couleur noire, mais ça donnait tout de suite un aspect assez luxe. Autre option rare sur ces voitures là, on a ici sous on va dire la boîte à gants, mais il n'y a pas de boîte à gants, un bloc climatisation, donc air conditionné. Alors comment est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Celui-là, il n'a plus l'air d'être en état de fonctionner. Je l'ai essayé tout à l'heure, bon, il souffle plus. Mais s'il y en a qui ont eu la chance de pouvoir s'en servir, j'aimerais bien que vous m'expliquiez un petit peu comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de compresseur de clim. Alors est-ce que c'est juste un conditionneur d'air supplémentaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une option très haut de gamme pour l'époque. Et avec un petit rappel, bien sûr, à l'intérieur. Chez Renault, on voulait savoir dans quoi on roulait. Bien sûr, on a des chromes partout à l'extérieur, mais on a encore des rappels à l'intérieur, avec ces petites baguettes de porte, même sur les accoudoirs ici, et même les poignées d'ouverture, avec des protections ici, en aluminium, sur les bas des portières. À l'arrière, bien sûr, on retrouve le même traitement, avec à noter aussi ce qui était une option pour l'époque, ces gros appuis-têtes réglables, donc inclinables avec ces molettes. Voilà, ça c'était au catalogue. Aujourd'hui, les appuis-têtes sont obligatoires sur toutes les voitures. À l'époque, c'était une option. Bien sûr, on retrouve dans toutes les portes les fameux cendriers. Donc comme je vous l'ai dit, ce haillon à l'arrière, il a décontenancé pas mal de personnes, sauf qu'il avait un but, c'était de permettre d'avoir un volume de chargement très conséquent. On voit ici le coffre, bon, il y a mon matériel de tournage de l'intérieur, et puis un petit booster au cas où la batterie ferait des siennes. Bon, on a un très grand coffre, et surtout on avait la possibilité de rabattre complètement la banquette arrière, ce qui permettait d'avoir presque un break. Ça permettait de charger des objets très très longs, ce qui était plus difficilement réalisable sur les modèles, on va dire, tricorps classiques. This is the story of one man's reason for buying the Renault 16 sedan wagon. He wanted a car small enough on the outside to save gas driving to work, and big enough on the inside to carry the tools of his trade. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Côté conducteur, alors ce qu'on peut voir sur cette voiture, c'est qu'on a un intérieur qui est quand même assez moderne, avec des sièges. Alors moi, c'est toujours ce que j'ai adoré chez Renault. Ils ont toujours eu des assises très confortables chez Renault et même sur les anciennes. Aujourd'hui, je trouve toujours tout ça un peu trop raide. Donc avec un accoudoir central et même une espèce d'accoudoir entre les deux sièges qui permettait d'avoir une assise encore plus confortable. À côté du bloc clim, on a un autoradio d'époque qui fonctionne et qui fonctionne même très bien avec de très bons haut-parleurs. Et sur le tableau de bord, on retrouve tous les indicateurs essentiels. Et ça sert à quoi? Dégivrage de la vitre arrière.
Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça sur ma voiture? Et ça? Ah, ça, c'est la commande des Fariodes. Hélène. Avec un tableau de bord, avec un fond en aluminium brossé a priori, hein, même si je pense pas que ce soit du vrai aluminium, quoique. Et puis tous les compteurs qui sont cerclés de chrome encore, hein, on est sur un haut de gamme, je vous le rappelle. Alors bien sûr, on a les différentes indicateurs de température, contours, compteur de vitesse jusqu'à 200 km/h, à savoir que Ça roule à combien votre engin? 165 chronos. dans les années 70, c'était tout à fait respectable. Et puis autre option luxueuse, hein, pour l'époque, on a les vitres électriques à l'avant uniquement. Elle se baisse comment la glace? Alors c'est électrique ça aussi. Et ici sur celle-ci, on a le toit ouvrant qui était en option. Donc pareil, encore une option très haut de gamme sur celle-ci. Ben, c'est électrique. Mais il faut savoir qu'en été, dans une voiture intérieure tout noir comme ça, avoir le toit ouvrant, ça devait pas être trop mal. Et enfin, dernière chose qu'on ne voit plus aujourd'hui non plus, bien sûr, hein, eh bien, c'est la commande de boîte au volant. Une boîte à 5 vitesses avec le frein à main qui était situé en dessous au niveau du genou droit. Bon, bah maintenant qu'on a fait le tour intérieur-extérieur, bah, ce que je vous propose, hein, c'est tout simplement d'aller en faire un petit essai routier. Vous allez voir, elle est bien sympathique à conduire aussi. Bon allez, on est parti. Enfin, le frein à main particulier. Alors seul problème, si c'est un problème sur cette voiture, c'est qu'elle n'a pas la direction assistée. Il faut tout à l'avant-bras. Voilà. Mais une fois que c'est parti, allez, c'est parti, c'est un petit peu particulier. Avec la boîte au volant, on n'a pas tellement l'habitude aujourd'hui, hein. Et ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que une fois qu'on roule, la direction est très douce. Ça répond plutôt bien, on n'a pas trop de flou comme on pourrait trouver dans les voitures de ces années-là, mais surtout sur cette route que je prends à chaque fois, qui est hyper bosselée. Eh bien c'est un grand confort. Les amortisseurs filtrent très très bien. Et les sièges sont d'un moelleux, on ferait des centaines de kilomètres là-dedans sans broncher. Mis à part peut-être les sièges en Sky en été. Quand on était gamin à l'arrière de la voiture avec les sièges en Sky, on se retrouvait avec des litres de flotte sous les cuisses, c'était pas forcément ce qui était le plus agréable. Alors il y avait le bloc climatisation, je ne sais pas si ça faisait beaucoup d'effet, mais en tout cas, vous me direz si vous savez exactement comment ça marche, si vous avez déjà vu ça. Parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment pièce rapportée à l'intérieur du tableau de bord. C'est un petit peu bizarre. En tout cas, c'est une voiture qui est très souple, très agréable. Et avec le moteur de 93 chevaux là-dessous, on sent que c'est assez volontaire comme moteur. Un petit peu lourd sur l'avant quand même. Mais une fois qu'on a passé 4-5 km/h, on sent plus du tout le poids de la voiture. Et franchement, ça se conduit très bien. Là, le cerceau est assez grand, il est agréable. Bon, toujours beaucoup plus fin que ce qui se fait maintenant, forcément. Mais c'est pas perturbant plus que ça. En tout cas, on sent que Renault a vraiment voulu faire une voiture à vivre, hein, comme ils le disent si bien eux-mêmes. On avait de l'espace pour toute la famille. Franchement, à l'avant, on a autant d'espace que dans une voiture moderne. On a des sièges qui sont très larges, des véritables fauteuils, avec une belle séparation entre les deux qui elle-même est recouverte avec un accoudoir et puis une protection entre les sièges là. On dirait vraiment une banquette de canapé. Et puis à l'arrière, c'est pareil, on a énormément de place. C'est vraiment une voiture familiale, c'est vraiment une grande routière. Et emmener la famille en vacances avec la place qu'il y a dans le coffre, la place pour les enfants à l'arrière et la place qu'il y a à l'avant, je pense qu'on n'est pas fatigué beaucoup sur les routes des vacances. Alors seul défaut aussi qui était connu sur cette voiture, c'est que les amortisseurs, même s'ils filtrent très très bien les aspérités de la route, dans les ronds-points, dans les virages, ça a tendance à s'affaisser un petit peu, ça penche pas mal quand même. Donc c'est pas une voiture qui est faite pour faire du rallye, pour faire du sportif, même s'il y en a qui l'ont fait quand même. Elle a couru dans quelques rallyes, mais c'est vraiment anecdotique. En tout cas, à conduire comme ça, franchement,
c'est super agréable. Et j'ai pas encore passé la 5e. Là depuis tout à l'heure, j'ai pas dépassé les 2000 tours. Franchement, c'est d'une souplesse. Allez, on va la pousser un peu voir. Alors, les 90 chevaux répondent bien. On va profiter des vitres électriques pour les remonter. Ça va faire un peu moins de bruit. Voilà, le petit rond-point là. On sent que la caisse, elle se laisse embarquer. Ça plonge sur le côté. Mais bon, la tenue de route reste correcte quand même. Et puis derrière, voilà, ça relance bien. Non, franchement, ça marche très très bien. Donc c'est sûr qu'avec les 55 chevaux au départ, ça devait pas être terrible quand même sur une caisse de cette taille-là. C'était clairement insuffisant pour une voiture qui se voulait familiale, grand tourisme et très haut de gamme surtout, quand on se comparait aux Allemands de l'époque, voire même aux Anglaises, qui avaient des moteurs beaucoup plus puissants, voire même une 504 Ti. Là, la R16 en début de carrière, elle ne pouvait pas rivaliser du tout. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup d'en trouver une? Ben oui. Moi je trouve que c'est une voiture qui reste tout à fait confortable, tout à fait utilisable au quotidien. Alors bien sûr, il faut en trouver une qui n'a pas été bouffée par la rouille, parce qu'on le sait, les voitures de ces années-là, elles se mettaient à rouiller rien que quand on leur parlait de la pluie. Alors une voiture qui a plus de 50 ans, sans rouille, ça reste quand même assez exceptionnel à trouver. Une voiture comme celle-là aujourd'hui, une R16 TX, dans cet état de conservation, parce que celle-là elle est vraiment magnifique, ça vaut dans les 12-15 000 euros. Après les modèles plus bas de gamme, on va dire, peut-être plus anciens, moins bien motorisés, moins bien équipés, on en trouve pour quelques milliers d'euros. Bien sûr, le problème c'est toujours le même, c'est la rouille. Donc si vous en trouvez une, n'hésitez pas quand même, parce que c'est des voitures qui se font de plus en plus rares et qui sont franchement très agréables à conduire au quotidien. Bon allez, petit rappel avant de nous quitter. Je vous rappelle que la chaîne Aéroauto est devenue 100% automobile, puisque j'ai décidé de transférer la partie aéro sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Aérotour. Alors bien sûr, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas pour la partie aéronautique, parce que je vais y transférer progressivement les anciennes vidéos aéronautiques de la chaîne. Et puis bien sûr, je vais continuer à en produire tout un tas de nouvelles. Je ne vais pas me contenter de ce qui existe déjà. Donc voilà, si vous aimez toujours autant ma partie aéronautique, allez sur Aérotour, ne vous désabonnez pas de la chaîne ici, parce que je continue à alimenter toujours, comme aujourd'hui, avec des essais, et puis on va parler d'automobile également. Je vais essayer de vous emmener un peu en balade cette année sur des salons et puis sur des événements, sur des circuits. Voilà, on doit aller à Magny-Cours au printemps, il y aura sûrement Le Mans classique, des choses comme ça, et puis peut-être encore des salons, comme j'ai fait à Rétromobile. Donc restez sur la chaîne, allez vous abonner sur la nouvelle, pour la nouvelle chaîne Aérotour 100% aéronautique. Et puis on se retrouve ici ou là-bas pour des nouvelles aventures bien sûr. Allez, tchuss. Si la Renault 16 TX vous offre tant de série, c'est pour que vous puissiez profiter pleinement de ses qualités routières et de ses 5 vitesses. Chez Renault, c'est comme cela que l'on conçoit une autoroutière.